Bon, j'ai longuement hésité à faire cette vidéo. Je vais d'ailleurs enlever mes lunettes pour ce sujet, car c'est un sujet les plus sensibles en ce moment, notamment sur les réseaux sociaux. Il est vrai qu'il y a deux camps, pour et contre le collagène. Donc on va voir tout ça ensemble. Et s'il y a bien une vidéo à regarder sur le collagène, eh ben c'est celle-ci. Il est vrai qu'en France, je n'ai pas trouvé de vidéo qui vous donnait toutes les clés pour faire votre choix. Donc je vais être neutre et je vais vous expliquer tout ça. Oh là là, dans quoi je me suis embarqué? Bon, déjà je me présente, moi c'est Cyril, je suis le fondateur de 10 et je fais des vidéos qui expliquent des faits scientifiques de manière facile pour tous. Déjà, il est important de comprendre certaines bases. Il faut savoir que le collagène est l'une des protéines les plus abondantes dans notre corps. Le collagène représente environ 25 à 35% de toutes nos protéines du corps. Enfin, à fonction de votre âge, ce pourcentage peut être plus bas. Et oui, avec l'âge, on voit une production et une dégradation accentuée du collagène. Un peu comme le NAD d'ailleurs. Donc à peu près 1% du collagène de notre corps qui part chaque année à la retraite. Résultat, une peau plus vieillissante, des articulations en moins bonne santé. Ce n'est pas uniquement à cause du collagène, mais celui-ci a son rôle. Sauf que toi, tu arrives et tu informes à ton collagène corporel, les gars, s'il vous plaît, restez un peu plus longtemps. Car maintenant, on va faire la retraite à 67 ans. Je te raconte pas la tronche du collagène. Ils ont sorti les gilets jaunes et tout. Il y a une chose qui est bien, c'est que notre corps peut fabriquer du collagène à partir de certains acides aminés. La glycine, la proline et l'hydroxyproline. Donc, en voyant que le collagène avait un rôle important dans les tissus conjonctifs, naturellement, on s'est dit, pas de problème, on va manger du collagène. Venons-en à la question, qu'est-ce qu'il se passe quand on consomme du collagène? Quand on consomme du collagène ou une protéine, parce que le collagène c'est une protéine, le corps doit le découper pour pouvoir l'absorber. C'est un peu comme toi et le concombre, tu vas pas engloutir le concombre d'un coup. Non, tu vas le découper en petits morceaux. Bah le corps, c'est pareil. Lorsqu'on ingère du collagène, il est ensuite découpé en simples acides aminés et en di- et tripeptides. C'est là que tout se joue. Retenez bien ça. Pendant longtemps, et encore beaucoup de gens pensent que lorsqu'on consomme une source de protéines, donc comme le collagène, cette source de protéines était découpée en acides aminés et que l'intestin pouvait absorber uniquement les acides aminés et non pas des structures plus grosses, comme des di- et tripeptides. Sauf que cela a été rectifié, comme cette étude qui a démontré que l'intestin humain n'absorbe pas seulement les acides aminés libres, mais également des di- et tripeptides via des transporteurs spécifiques. En gros, c'est des portes adaptées pour lui, car les di- et tripeptides sont assez larges, un peu comme moi quoi. Donc, il leur faut des portes spéciales. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas de Lamborghini. Je ne rentre pas dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces di- et tripeptides sont bioactifs, comme le montre cette étude expérimentale. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie qu'ils peuvent se lier à des récepteurs sur les cellules ou être absorbés par les cellules. Qu'est-ce que ça veut encore dire? En gros, ils peuvent se fixer sur des récepteurs à la surface des cellules et déclenchent un signal à l'intérieur, provoquant une signalisation intracellulaire, pour inciter certaines cellules à générer des protéines spécifiques, comme le collagène. Pour faire simple, c'est comme si les peptides étaient un patron qui incite certaines cellules, donc des cellules ouvrières, on va dire, à faire du collagène. Et regarde, si tu fais du collagène, je t'enlève la retraite à 67 ans. Résultat, production de collagène. Donc oui, les peptides de collagène contribuent à la signalisation de certaines cellules à produire du collagène. Mais est-ce que cela suffit? Permet-il de renforcer nos tissus conjonctifs comme les tendons, les ligaments ou les douleurs articulaires? Là, on a des résultats plutôt mixtes et même des scientifiques qui ne sont pas d'accord. Autant vous dire qu'il y a vraiment deux camps. Nous avons une méta-analyse de 2023 à ce sujet. Ces études ont comparé la supplémentation en collagène contre placebo. Et donc on peut voir qu'une supplémentation a montré une diminution des douleurs articulaires. Mais il y a un problème, c'est que ces études ont été réalisées sur des personnes qui avaient de l'ostéoporose, donc une population qui avait déjà des difficultés. Et cette méta-analyse se base principalement, voire uniquement sur des mesures subjectives de douleur reportées par les participants, pas sur des analyses approfondies de structure ou de biomarqueurs. Mais on ne peut pas nier que dans l'ensemble de ces études, il y a vraiment une amélioration des douleurs articulaires. Mais qu'en est-il des personnes qui n'ont pas de problème dès le départ? Pour ça, on va prendre cette étude qui reste une petite étude, mais bien réalisée de 2025. Sur 12 semaines, l'ajout de 30 grammes de collagène hydrolysé avec vitamine C, avec un programme de résistance musculaire chez des hommes d'âge moyen, les résultats de la supplémentation n'ont pas permis d'augmenter la force ou la masse musculaire plus que l'entraînement seul. Bon, en même temps, ce n'est pas l'objectif du collagène. Mais par contre, ils ont vu une amélioration du tendon du genou qui était plus résistant, ce qui peut aider à protéger l'articulation. Mais la vraie question est celle-ci. Y a-t-il vraiment un bénéfice unique lié à la consommation de collagène ou une simple consommation de protéines aurait les mêmes bénéfices? Malheureusement, nous n'avons pas d'études qui comparent.
On me dit qu'on a une étude. Des sportifs ont pris soit 30 grammes de whey, soit 30 grammes de collagène, soit un placebo après un entraînement de résistance. Résultat, la whey a stimulé la synthèse des protéines, le collagène ne l'a pas fait. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que ni l'un ni l'autre a augmenté la synthèse des protéines des tissus conjonctifs dans les 5 heures suivantes. Alors, il est vrai que l'étude était à la limite de dépasser la statistique suffisante et il est possible que l'activité physique stimule déjà suffisamment la synthèse des protéines structurelles, au point que la supplémentation en collagène ou en protéines n'apporte pas un bénéfice supplémentaire. On a également cette étude. La supplémentation en peptides de collagène, donc 30 grammes répartis en 2 prises, n'augmente pas le taux de synthèse des protéines musculaires, ni des tissus conjonctifs dans un contexte d'une semaine d'entraînement intensif chez de jeunes hommes pratiquants. Autrement dit, dans un cadre expérimental à courte durée, le collagène n'apporte pas de bénéfices supplémentaires mesurables pour la synthèse structurelle par rapport à un placebo. Donc, pour résumer un peu tout ça, oui, il y a bien une synthèse des protéines structurelles grâce à l'entraînement, mais la supplémentation en collagène n'a pas donné de bénéfices mesurables dans cette étude. Cela pourrait donc indiquer que le collagène n'est efficace qu'après un certain âge. Bon, ça, c'est juste une supposition. Je ne vous ai pas présenté toutes les études, seulement celles qui me semblent les plus pertinentes aujourd'hui. Il faut aussi garder à l'esprit que beaucoup de ces recherches sont financées par des entreprises qui commercialisent du collagène. Cela dit, certaines de ces études sont menées avec rigueur et méritent d'être prises en considération. Alors, attention, ce n'est pas parce qu'elles ont été financées qu'il ne faut pas les prendre en compte. Donc, comme vous pouvez le constater, nous avons beaucoup de résultats mitigés. Honnêtement, j'ai drastiquement raccourci la vidéo car je veux rester compréhensible. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo, un petit partage ou un commentaire, ça fera toujours plaisir et ça aidera la chaîne à se développer. Donc, merci à vous. Conclusion à tout ça. Quand on digère du collagène, on obtient des petits morceaux appelés des di- et tripeptides et également des acides aminés. Ce sont un peu comme des mini-briques de collagène. Ces mini-briques sont absorbées telles quelles par l'intestin grâce au transporteur spécial, les portes spéciales. Donc elles n'ont pas besoin d'être découpées complètement en acides aminés. Et c'est ça qui est super intéressant. Car au final, ces mini-briques, donc ces peptides, ne servent pas juste à nourrir, mais elles envoient des messages à certaines cellules. Par exemple, elles peuvent réveiller les fibroblastes, des cellules qu'on peut imaginer comme des petits ouvriers qui construisent et réparent des tissus conjonctifs. Ces ouvriers, une fois réveillés par les peptides, se remettent à travailler pour reproduire du collagène. À ce jour, certaines études montrent des bénéfices potentiels sur les tissus conjonctifs et diminution de la douleur articulaire. Toutefois, on ne sait pas encore si une supplémentation en protéines de qualité pourrait offrir les mêmes effets, voire des effets supérieurs. Car une chose que le collagène ne fait pas, c'est améliorer l'hypertrophie musculaire. Et oui, le collagène n'a pas la capacité à stimuler efficacement la synthèse des protéines musculaires, car sa composition en acides aminés, notamment en leucine, est très pauvre et donc peu adapté à cet objectif. Il est possible que vous puissiez obtenir des bienfaits du collagène, mais cela va rester léger. Une activité sportive telle que le renforcement musculaire aura bien plus de bienfaits pour vos articulations et vos tendons. On a donc besoin d'études sérieuses qui comparent le collagène à une bonne source de protéines. Qu'est-ce que j'en pense personnellement? Je pense que c'est pas forcément un scam, mais ce n'est pas révolutionnaire non plus. Pour vous dire, pendant longtemps, j'ai été contre le collagène. Maintenant, je suis plutôt neutre. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo sur le collagène et le vieillissement de la peau, je pourrais également en faire une. Il y a beaucoup de personnes qui clament avoir de nombreux bénéfices via la consommation du collagène. Si c'est le cas, très bien, continuez. Mais moi, j'ai juste une question. Mangez-vous assez de protéines avant de vous supplémenter en collagène? Avez-vous essayé de remplacer le collagène par une source de protéines? Il est possible que vous ayez ces bienfaits car vous ne mangiez pas assez de protéines dès le départ. Et cet apport supplémentaire en collagène a peut-être corrigé certaines carences. Et pour finir, avez-vous en même temps commencé une activité et la consommation du collagène? Donc voilà, je vous laisse débattre dans les commentaires. C'était Cyril de 10 et je vous dis à la prochaine. Ciao!